Aujourd'hui, on teste le nouveau décor, mais on va voir. Peut-être que ça va bouger. C'est pas encore optimal. En tout cas, ça y est, on s'installe et on repart. Pour cette nouvelle reparture, ou cette repartance, si je reprends la fameuse partance de la Jeanne de Bruno Dumont, j'ai oublié le titre. J'ai adoré ce film pourtant. Je crois que c'est Jeannette. Thomas va me le dire de toute façon. J'ai envie de parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé et dont je me rends compte que je l'ai oublié, mais qui m'avait beaucoup marqué. Il s'agit du livre d'Anne Hébert, Les Fous de Bassan. Alors, trigger, warning, Les Fous de Bassan, c'est pas moi. On raconte, ou Anne Hébert raconte, un double féminicide d'adolescente. Dans les années 1930, dans une province francophone au Canada. Dans un lieu fictif qui s'appelle Wefenquick. Avant d'aborder vraiment le sujet du bouquin, évidemment je vais tout spoiler, donc si vous voulez le lire, et je vous le conseille franchement, avec des surprises, on n'est pas obligé d'aimer les surprises. Écoutez pas la vidéo, quoi. Mais en attendant, je voudrais d'abord partir pour, avant d'aborder le roman lui-même, d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours, hier, avant-hier peut-être, de la youtubeuse Agraf. Donc j'ai découvert la chaîne il y a peu de temps et que j'aime vraiment bien, c'est assez chouette. Alors si vous aimez les sujets LGBTQ ou Moga, je crois qu'on ne dit plus trop, et surtout avec un axe lesbien, c'est vraiment une très bonne chaîne. J'aime beaucoup les propos, donc je vais mettre le lien de la vidéo que je vais évoquer en barre d'infos, c'est-à-dire dans la description. Parce que je vais essayer de la résumer de mémoire et de rebondir un peu là-dessus et de voir un peu ce qui se passe et ce que j'en pense pour parler ensuite du roman. Dans cette vidéo, dont le titre précis m'échappe mais qui sera de toute façon en barre d'infos, la youtubeuse Agraf se concentre sur une question qui est extrêmement importante aujourd'hui, vu l'importance médiatique du phénomène, de ce qu'on appelle le true crime. Le true crime, c'est le crime réel, pour de vrai. C'est en gros l'ensemble des documentaires, reportages, voire threads, donc les fils Twitter. Et en fait, threads, c'est aussi... Twitter, au départ, je crois que ça vient de Reddit. Mais c'est devenu plus ou moins synonyme d'anecdote en plusieurs épisodes, en fait. Si je comprends bien. Ça serait à préciser. D'horreur. Alors quand on parle de true crime, on parle d'un type d'horreur très spécifique qui est globalement les meurtres, si possible sanguinaires. Il se trouve que je suis une grande fan de true crime et il se trouve que j'en ai assez honte et que je réfléchis beaucoup à cette question. Et c'est pas parce qu'on désapprouve quelque chose politiquement qu'on ne le pratique pas. Bon, quand je dis cela, je ne pratique pas le crime. Je pratique le visionnage des vidéos qui parlent de crime. Soyons peut-être plus clairs. Et qui me questionne énormément, donc aussi d'un point de vue politique. Agraf signale bien que la médiatisation des faits divers criminels, elle est parfaitement modelée par un ensemble de biais qui sont notamment racistes, misogynes, classistes, assez... ils ont l'air d'être innombrables, mais c'est un peu toujours les mêmes, donc on les retrouve de vidéo en vidéo. C'est fou, la poussière est déjà. Avec, en gros, donc ces questions permanentes de qui parle-t-on et de comment parle-t-on des true crime, c'est-à-dire des faits divers criminels, le plus souvent des meurtres. Et bien globalement, on en parle avec délectation et force détail d'horreur. C'est le côté gore. On a notre attention attirée par des meurtriers blancs et des victimes blanches qui ne représentent pas forcément l'ensemble des homicides, et notamment ce ne sont pas les femmes qui sont les principales victimes d'homicides, ce sont les hommes qui sont victimes d'autres hommes. Donc on s'intéresse particulièrement en fait au féminicide, et si possible au féminicide sexuel et de tueurs en série, le plus souvent blancs,
Et on aime bien les affaires résolues, ce qui fait qu'on parle moins des victimes, par exemple racisées, par exemple noires, autochtones, enfin ça, donc le scandale absolu des féminicides des femmes autochtones au Canada, euh, par exemple, a été largement sous-estimé par la police comme par les médias, ce qui a contribué en fait à leur perpétuation. Et c'est une affaire maintenant politique, de politique publique au Canada. Et il était temps, et je pense qu'on a des affaires comme ça en France, hein, qui ne sont pas encore, ou pas, du moins pour le moment, visibles. Bon, là, moi, j'avance juste une hypothèse. Et à ceci s'ajoute donc que de nombreux crimes ne sont absolument pas évoqués. Le cas qu'évoque Agraf, alors je ne sais plus à la suite de qui, mais vous le verrez dans la vidéo, c'est par exemple que les lynchages aux États-Unis ne sont jamais traités comme des faits divers ou du true crime, et encore moins, les true crime ne sont jamais perçus par ou selon des dimensions politiques. Alors ça, je dirais que c'est partiellement vrai. Par exemple, quand on regarde les vidéos de Sonia Lu, elle rappelle les statistiques, par exemple, des féminicides assez régulièrement. Et donc, elle va pas en parler de façon, à mon avis, politique, mais quand même sociale, pour peu que l'on puisse démêler les deux. En tout cas, c'est pas une chaîne politique, et elle fait pas des sorties misandres, quoi, en gros, hein, sur sa chaîne. Et même l'aspect psychologique, qui est normalement un peu son axe directeur, d'ailleurs, elle a un peu allégé au niveau des explications. Ce que je voudrais ajouter à ce que, et peut-être que je vais répéter en fait des choses qu'Agraf dit déjà dans sa vidéo, c'est que dans le true crime, donc le true crime, c'est quand même globalement un type de vidéo de droite, alors ça elle le dit, hein, parce que ça parle de sécurité et ça donne envie d'avoir des caméras partout, au moins pour résoudre les meurtres, alors que l'idéal serait quand même de les prévenir. Mais évidemment que ce qu'on appelle la cybersécurité, qui en fait est de la cybersurveillance, permet de retrouver des gens, puisque il y a quand même des moments où c'est utile, hein, ça ne sert pas juste à fliquer les honnêtes citoyens. Et c'est de droite en étant une thématique sécuritaire et toujours vue sous le prisme individuel. Donc ça, c'est vraiment chez Agraf. Ce qui y est témoin, me semble-t-il, c'est aussi tout ce qui va être de l'ordre de la fascination, et notamment des femmes, parce qu'en fait, ce sont les femmes qui sont les principales spectatrices des vidéos de true crime, pour ce type de vidéos et des effets délétères que cela peut avoir. Je m'inclus, hein, très clairement. Moi, j'y voyais il y a quelques temps une forme de dirty care, donc je reprends le concept d'Elsa Dorlin. Le dirty care, c'est un genre d'apprentissage en négatif et sale de comment se comporter face à la violence de l'oppression. Et souvent d'une violence individuelle particulière, enfin une violence oppressive incarnée, quoi, hein, tout simplement. Parce qu'il y a un moment où le patriarcat, il tombe pas du ciel, hein, il est porté par les gens. Et à ce niveau-là, j'y voyais quand même une forme de dirty care inversée, avec quelque chose que l'on retrouve, en fait, là j'ai vu pas mal de tweets Insta sur pourquoi je sors toujours avec des bad guys, les mecs qui vont pas, pourquoi je finis toujours pas me faire taper sur la gueule, des choses comme ça, qui blâmaient pas les personnes, mais qui expliquent d'abord qu'on est dans une société qui atténue et anesthésie les signaux d'alerte pour les femmes. Donc finalement, en regardant ce genre de vidéo, vous avez peut-être l'impression d'apprendre quels peuvent être les signaux d'alerte, et sur des choses particulièrement horribles. Alors bien sûr, l'effet que ça a, et ça Agraf le dit bien, c'est que on ne regarde que les monstres et absolument pas le patriarcat plus quotidien, quoi. Et on va se focaliser sur des choses absolument difficiles et monstrueuses. À ceci s'ajoute que ce qui est déjà pas mal en fait. Donc on a un focus qui donne une fausse image des violences, et notamment des violences sexistes et sexuelles et des féminicides. Ça donne l'impression que les criminels sont des monstres, et des monstres parfois extérieurs, hein. C'est le cas du tueur en série, du kidnappeur d'enfants, mais ça parle pas en fait des violences les plus quotidiennes, qui sont quotidiennes, proches, et faites par vos proches.
Parce qu'il faut être bien proche pour pouvoir poignarder, par exemple. Et je crois que ce Dirty Care, à cause de ces éléments-là, il ne fonctionne pas. Mais qui va permettre à la fois de s'horrifier avec le même frisson que pour le spectacle, encore mieux parce que c'est réel, et ça c'est très ancien. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà avec les histoires tragiques de François de Rosset au XVIIe, qu'on a encore avant. Les faits divers sordides, ça a toujours fasciné. Et là, il a attrapé sa tête. Je suis pas là pour vous donner des détails gore, mais voilà. Et ça met en jeu ce qu'on peut appeler une espèce de pornographie de l'horreur. Alors, il m'a semblé à un moment avoir inventé un concept qui existait déjà. Je suis pas sûre de le maintenir, mais en tout cas, voilà, cette fascination non dénuée effectivement d'érotisme, notamment avec ce fantasme qui est en fait complètement éculé, qu'il faut beaucoup aimer pour bien tuer. En fait, c'est pas de l'amour. Hein. Voilà, ça, c'est absolument délétère comme idée. Et à côté, un autre fantasme qui est notamment mentionné dans Faut-il en finir avec la passion je vais pas retenir les noms des autrices sorties chez Amsterdam, je l'ai fini il y a quelques jours. Je serai en rencontre le 13 juin à un livre, une tasse de thé, avec les autrices de En finir avec la passion, c'est pour ça que je viens de le lire. On verra si on en parlera ou pas sur la chaîne, mais ça sera forcément après le 13 juin. Pour m'enrichir de la rencontre, et parce que ça serait pas sympa en fait aussi, pour les autrices de faire une vidéo avant de les rencontrer. Et puis voilà, et donc il y a cette fascination pour l'horreur, et donc sur ce fantasme, il est relevé notamment pour Léo de l'Hurlevent, que j'ai pas lu hein, moi-même, ou alors si jeune que je l'ai oublié. En tout cas, ça m'a pas laissé de traces. Comme roman, si je l'ai lu, qui, avec ce cas de je vois bien que cet homme est violent, mais je vais être une personne exceptionnelle puisqu'il sera violent avec tout le monde sauf avec moi, et il sera mon protecteur ultime. Parce qu'il fait peur aux autres et que moi il me protège. Évidemment, sans vouloir entendre que quand quelqu'un est violent, la personne est violente avec tout le monde et va continuer à être violente, et que c'est juste dangereux en fait. Et que il faut pas y aller quoi. Ça marche pas, mais ça va amener des espèces de biais d'élection. On a l'impression d'être un peu l'élu, en oubliant que les élus sont toujours aussi déchus à un moment. Donc c'est voilà, tout ça, tous ces questionnements-là que charrie le true crime, en étant en plus souvent plutôt un divertissement favorable à une politique carcérale, ça grave le dit aussi, qui parle très peu de ce que peut être la réparation. Enfin, c'est un peu du quotidien finalement exceptionnalisé, ou qui va prendre des choses exceptionnelles, qui va rester comme ça une échappatoire de l'ordre de l'exutoire, tout en ne montrant pas la continuité qu'il y a. Et c'est cela qui fait que le Dirty Care ne fonctionne pas. Je voulais mentionner ces différents points pour aborder les fous de bassin, puisque, comme je l'ai annoncé, il s'agit d'un texte, d'un roman sur des féminicides. Mais je voulais regarder un peu ce que disait Internet sur les fous de bassin, mais je ne sais plus. Donc, Anne Hébert était reconnue comme une très grande écrivaine francophone québécoise. Je le confirme. Alors après, je n'ai pas lu énormément de choses d'elle, j'ai lu uniquement Kamouraska et les fous de bassin, les deux en L1, non en L3. Et je les avais lus parce que en L3, je passais ma licence en même temps que ma prépa. Il y avait un cours de littérature québécoise à l'université de Bordeaux, de Marine Fiction, et ma mère l'avait suivi d'ailleurs, ce cours, avec la même enseignante à son époque. Et c'était vachement bien. Alors après, moi, je n'ai pas assisté au cours. J'ai eu la chance de pouvoir récupérer quelques livres de ma mère. Mais j'ai eu le cours à distance et c'était très très bien. Voilà, ça m'avait beaucoup plu, et c'est vraiment une littérature que j'ai découverte à ce moment-là. En L3, mon féminisme, on va dire qu'il était latent, mais pas explicité. Il ne me servait pas du tout de grille de lecture. Et là, j'ai gardé des fous de bassin l'impression d'un texte extrêmement beau et dur et très triste. Et même assez mélancolique, avec
des espèces de visions de paysage. Et je pense effectivement que cette question du paysage, elle est centrale dans les fous de bassin, mais le texte est beaucoup plus dur que dans mes souvenirs. Je pense que j'étais totalement anesthésiée à la violence à ce moment-là, et que en fait je suis passée à côté d'une partie du texte qui dit en fait très clairement cette violence. Donc voilà, c'est une lecture qui est violente et qui est faite pour. C'est pas forcément une lecture qui est gore, c'est plus une lecture qui va rentrer dans une espèce de psyché de désir et de violence masculine. On va en rediscuter. Mais ça, c'est un peu, et c'est lié à la structure du bouquin. Mais pas uniquement ça, et en même temps, c'est voilà, donc ça parle de ce double féminicide de deux cousines. En 1936, le 31 août 1936, ce féminicide, il est annoncé dès le début du livre, parce qu'en fait, c'est un livre qui est polyphonique, littéralement, et j'ai même envie de dire qu'il est polytextuel, pour même si l'expression n'existe pas tellement. C'est-à-dire qu'il juxtapose différents types de textes. Alors, c'est pas lourd à lire, ça ressemble pas. On n'a pas quelque chose de l'ordre d'une enquête. Ah oui, puis il faut quand même le dire. Point Seuil, point, non, juste point. Mais ça, c'est les éditions du Seuil. Alors, je crois que les éditions Point sont devenues indépendantes du Seuil, mais viennent du Seuil, quelque chose comme ça. C'est marqué 7,20 € dessus, ça les vaut. Faut quand même dire un peu ces choses-là. C'est pas traduit, hein, évidemment. Et il fait 249 pages. Alors, ça se lit quand même bien. Je sais plus ce que c'est cette photographie de Michael Melford. Voilà. Boum. Et Anne Hébert, et donc, si, ça c'est quand même le dire, il a eu le prix Femina en 1982. Il faut donner les dates. Alors, il commence par un premier texte qui va. Et on a une petite biographie, voilà, elle est décédée en 2000. Je savais que c'était dans les années 2000, j'avais oublié que c'était en 2000, si c'est marqué édition du Seuil. Alors, on a un avis au lecteur, et après on va avoir le livre du révérend Nicolas Jones, automne 1982, et ce qui est à peu près la date de publication, en tout cas chez Seuil, ce qui permet d'avoir quand même un sentiment d'extrême contemporanéité, quand bien même ce féminicide est assez ancien. Je vais peut-être lire l'avis au lecteur. Il n'y a pas de sous-titres. Tous mes souvenirs de rive sud et de rive nord du Saint-Laurent, ceux du Golfe et des îles, ont été fondus et livrés à l'imaginaire, pour ne faire qu'une seule terre, appelée Griffin Creek, située entre Cap-Sec et Cap-Sauvagine. Espace romanesque où se déroule une histoire, sans aucun rapport avec aucun fait réel ayant pu survenir, entre Québec et l'océan Atlantique. Donc autant dire que le matériau paysager sert pour les souvenirs, mais que la factualité ne serait pas là. Alors ça, c'est au moins une licence d'autrice qui permet d'éviter un éventuel procès ou ce genre de choses, notamment en cas d'homonymie ou de gens qui se reconnaissent à tort ou à raison. J'ai pas été chercher à quel point ça peut être factuel ou pas. C'était probablement dans mes cours de licence, mais je les ai oubliés parce qu'on oublie souvent ces cours. J'ai quand même vu des gens s'étonner sur Twitter de ne jamais avoir entendu parler du pacte germano-soviétique à l'école. On leur a quand même rappelé qu'il fallait retourner à l'école et que ça voulait dire qu'il aurait fallu écouter à l'école. Et donc on commence donc par ce livre du révérend Nicolas Jones en 82 qui se situe à Griffin Creek, mais Griffin Creek déserté, et qui va commencer déjà à parler de cette disparition des deux jeunes filles, ou deux filles jeunes. Avec aussi beaucoup de... Donc en fait, ce sont des monologues intérieurs. En tout cas, ce qui appelait le livre à chaque fois. La notation dans les titres, dans les intertitres, moi j'ai plutôt tendance à dire ça. Quelque chose de biblique, en fait. Ça amène un registre un peu biblique, comme on a le livre de Job, etc. Donc même vétérotestamentaire, ce qui tombe bien quand on commence avec un révérend, et qui en même temps n'est pas suivi d'un registre vétérotestamentaire spécialement.
Alors, le livre du révérend Nicolas Jones, automne 1982. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on? Saint Paul. Je dis biblique, on est biblique. La barre étale de la mer, blanche à perte de vue sur le ciel gris, la masse noire des arbres en ligne parallèle derrière nous. Au loin, une rumeur de fête du côté du nouveau village. En étirant le cou, on pourrait voir leurs bicoques peinturlurées en rouge, vert, jaune, bleu, comme si c'était un plaisir de barbouiller des maisons et d'afficher des couleurs voyantes. Ces gens-là sont des parvenus. Inutile de tourner la tête dans leur direction, je sais qu'ils sont là. Leur fanfare se mêle au vent, matin par rafale, me perce le tympan, m'emplit les yeux de lueurs fauves stridentes. Ils ont racheté nos terres à mesure qu'elles tombaient en déshérence. Des papistes. Voici qu'aujourd'hui, à grand renfort de cuivre et de majorettes, ils osent célébrer le bicentenaire du pays comme si c'était eux les fondateurs, les bâtisseurs, les premiers dans la forêt, les premiers sur la mer, les premiers ouvrant la terre vierge sous le soc. Il a suffi d'un seul été pour que se disperse le peuple élu de Griffin Creek. Quelques survivants persistent encore, traînent leurs pieds de l'église à la maison, de la maison au bâtiment. De robustes générations de loyalistes prolifiques devaient aboutir, finir et se dissoudre dans le néant avec quelques vieux rejetons sans postérité. Nos maisons se délabrent sur pied, et moi, Nicolas Jones, pasteur sans troupeau, je m'étiole dans ce presbytère aux colonnes grises, vermoulues. Au commencement, il n'y eut que cette terre de taïga, au bord de la mer, entre Cap-Sec et Cap-Sauvagine. Toutes les bêtes à fourrure et à plumes, à chair brune ou blanche, les oiseaux de mer et les poissons dans l'eau s'y multipliaient à l'infini. En italique. Et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Jetés sur la route depuis la Nouvelle-Angleterre, hommes, femmes et enfants fidèles à un roi fou, refusant l'indépendance américaine, ont reçu du gouvernement canadien concession de la terre et droits de chasse et de pêche. Les Jones, les Brown, les Atkins, les MacDonald. On peut lire leurs noms sur les pierres tombales du petit cimetière dominant la mer. Moi, Nicolas Jones, fils de Peter Jones et de Felicity Brown, confronté durant de trop longs jours et de trop longues nuits à la ruine de Griffin Creek, j'ai eu l'idée de construire une annexe au presbytère et d'y installer une galerie des ancêtres afin d'affirmer la pérennité de mon sang. 20 pieds sur 15 de bois, bien enchevauchés, telle une boîte carrée couleur de copeaux frais. J'ai envoyé les 2 jumelles, filles de John et de Bea Brown, au nouveau village acheter des couleurs et des pinceaux. Je me suis bien regardée dans la glace en tant que résidu d'une tribu en voie de disparition. Et, à partir de mon visage, peu rassurant, je suis remontée à la source jusqu'en 1782. Voilà, et ça va continuer. Donc, il y a une forme de remontée aux origines par le révérend qui permet une remontée aux origines. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans des pays, alors nouveaux, plus récents en fait que l'Europe, comme le Canada. Non pas... alors parce que c'est une véritable question pendant quand même des décennies, qui n'est plus une question qui taraude autant aujourd'hui, mais qui reste là, de savoir comment faire une littérature canadienne, comment faire une littérature états-unienne aux États-Unis, en venant, là, plutôt d'Angleterre, alors qu'on ne parle pas une langue distincte. Et c'est pour cela que les paysages vont quand même jouer un rôle qui est primordial, parce que... alors, je vais pas dire que c'est de la littérature du terroir, parce que en plus, parce que les littératures régionales, c'est rarement lié à des recherches formelles, très poussées. C'est encore autre chose qui se passe, parce que là, on va avoir, chez Anne Hébert, comme chez d'autres écrivains avant, une recherche vraiment formelle d'une littérature canadienne qui remonte à des origines, mais ces origines sont peut-être pourries. Alors, pourries, elles le sont notamment parce qu'il s'agit de terres de colonisation. Et montées sur la violence, elles le sont aussi par l'importance extrême de la foi. Et ce n'est donc pas un hasard si le roman, si l'histoire finalement s'achève sur le révérend Jones en 82, seul à Griffin Creek, et en même temps commence par lui, et par Saint Paul, et par la Bible. Voilà, par des citations bibliques et par
Non pas qu'il s'agit de dire que la Bible c'est mal, hein, c'est pas ça. C'est de montrer la prégnance extrême d'une foi dans un coin qui est quand même très reculé, où tout le monde se connaît et où finalement tout le monde est plus ou moins cousin, où les gens vivent en vase clos et n'ont pas grand-chose à faire. Et dans un monde, alors en dehors des tâches domestiques et agricoles et du travail, et dans un monde dans lequel les rôles sociaux et notamment les rôles de genre sont particulièrement fixes. Et ce fixisme, il est entériné par la religion incarnée par le révérend père. Avec cette chose extrêmement étrange, à partir de la galerie, hein, je saute un paragraphe, j'engendre mon père à mon image et à ma ressemblance, qui lui engendre mon grand-père à son image et à sa ressemblance, et ainsi de suite jusqu'à la première image et première ressemblance, compte à rebours des Jones venus à Griffin Creek en 1782. Avec cette espèce d'engendrement à rebours du temps. Moi qui n'ai pas eu de fils, j'engendre mes pères jusqu'à la 10e génération. Moi qui suis sans descendance, j'ai plaisir à remettre au monde mes ascendants, jusqu'à la face première originelle de Henry Jones, né à Montpellier, Vermont. Donc ensuite, on va voir les peintures. Donc en fait, alors, est-ce que c'est annoncé d'ailleurs dès cette partie-là Donc il est quand même assez hanté par les jumelles, les petites Atkins, et par sa femme Irène. Alors. Ah oui, voilà. Pour ce qui est des femmes, j'ai décidé d'avoir recours aux jumelles. Que des filles accouchent des mères jusqu'en 1782, alors que la première créature enjuponnée posait l'empreinte de son pied léger sur la grève de Griffin Creek. Livrées aux couleurs et aux pinceaux, enfermées toute une journée dans la galerie des ancêtres, les jumelles ont barbouillé sur les murs des flots de dentelle, des volants, des carreaux, des pois, des rayures multicolores. Les jumelles sont à son service. Des fleurs, des feuilles, des oiseaux roux, des poissons bleus, des algues pourpres. Quelques têtes de femmes émergent là-dedans, chapeautées, tuyautées, enrubannées, borgnes parfois, ou sans nez ni bouche, plus vivantes qu'aucune créature de songe entend Griffin Creek depuis la nuit des temps. Bousculant toute chronologie, s'inventant des grands-mères et des sœurs à foison, les jumelles découvrent le plaisir de peindre. Éclaboussées de couleurs de la tête aux pieds, elles s'extasient devant leurs œuvres, prennent un malin plaisir, malgré ma défense, à faire surgir sur le mur, à plusieurs reprises, les petites Atkins et Irène, ma femme. Ça, c'est une première annonce, en fait. Et donc avec Nora, Olivia, Irène. Et une obsession du révérend pour le péché, et en même temps pour ces jumelles qui continuent à le servir, et ces femmes venues du passé, qui sont en fait décédées. Alors, hop. Et avec cette réminiscence permanente de l'été 36. Alors elle-même, elle se comporte plutôt comme des gamines, ou sont en tout cas vues par le révérend comme des grandes enfants, alors qu'elles sont plutôt âgées, réminiscence de son épouse. Et cette mention, hein, là je suis page 26, dans toute cette histoire, il faudrait tenir compte du vent, de la présence du vent, de sa voix lancinante dans nos oreilles, de son haleine salée sur nos lèvres. Pas un geste d'homme ou de femme dans ce pays qui ne soit accompagné par le vent. Cheveux, robes, chemises, pantalons claquent dans le vent sur des corps nus. Le souffle marin pénètre nos vêtements, découvre nos poitrines givrées de sel. Nos âmes poreuses sont traversées de part en part. Le vent a toujours soufflé trop fort ici. Et ce qui est arrivé n'a été possible qu'à cause du vent qui entête et rend fou. Et donc là, on va avoir une mention donc, le paysage est toujours décrit, ce qui participe aussi de cette idée d'un... Alors, ça c'est moi qui le lis, hein, c'est pas dans le texte, mais
d'écrire une littérature québécoise, à partir aussi de ça ressemble à quoi, enfin, ou canadienne, ça ressemble à quoi le Canada, et qui passe donc par, c'est un élément extrêmement fort, et on l'a aussi donc sur les questions donc, de température, quand bien même l'essentiel va se passer en été, à l'été 36. Ouais, et on va avoir en fait, dès la présentation du Révérend Jones, alors au niveau du livre, il est polyphonique parce qu'on commence par ce livre du Révérend Jones. La table est ici. On passe ensuite aux lettres de Stevens Brown à Michael Hotchkiss. Et ça va être pire. On a ensuite le livre de Nora Atkins, le livre de Percival Brown, Olivia de la Haute-Mer et dernière lettre de Stephen Brown à Michael. Et donc là, on sera en 82. Et pour Olivia de la Haute-Mer, on n'a pas de date. Tout le reste est de l'été 36. Donc là, on est encore en 82, mais en 82, le révérend va se souvenir de l'été 36. Hop. Page 27. Je revois les fidèles endimanchés serrés les uns contre les autres dans la petite église de bois. Les femmes en robe claire, les hommes en habit noir massèrent dans leur odeur de tous les jours, légèrement musquée, sous la chaleur de juillet. Fruste et de paroles rares et quotidiennes. La poésie du verbe leur entre par surprise dans le cœur. Maître des saintes écritures, je leur parle au nom de Dieu. Depuis quelque temps, je choisis avec encore plus de soin les psaumes et les hymnes du dimanche en pensant aux petites Atkins. Leurs yeux de violette et d'outre-mer se lèvent vers moi pour ma damnation. Elles chantent et elles prient, s'approprient la parole des apôtres et des prophètes. Leurs âmes enfantines mûrissent et se forment dans la splendeur de l'écriture. Je les prépare comme de jeunes fiancées attentives au chant de l'amour en marche vers elles dans la lumière de l'été. Je module, j'articule chaque son, chaque syllabe, je fais passer le souffle de la terre devant le verbe de Dieu, etc., etc. Alors ce qu'on va avoir, c'est, dans cette partie du révérend, c'est un ensemble de narrations, enfin c'est une narration intercalée entre, finalement, la soirée qu'il est en train de passer en 82, et les souvenirs qu'il a de l'été 36. Les deux sont en fait assez terrifiants puisqu'ils montrent quelque chose d'assez dur, disons, c'est-à-dire la fascination érotique du révérend pour les cousines Atkins, et également quand même qui va repasser un peu sur les jumelles qu'il a toujours à son service. Et qui en même temps, finalement, ne se réveille pas cette nuit-là, ce qui est quand même assez heureux. Et ça, il y a quand même quelque chose d'extrêmement dérangeant qui passe ici par la première personne de cette fascination pour des adolescentes, donc qui attention, on passera aussi par du tripotage, donc des attouchements, ce qu'on appelle des agressions sexuelles sur sur au moins une des deux jeunes filles. Et là, il y a il y a une espèce de chose qui se met en place. Alors moi, c'est là où je pense que j'ai beaucoup évolué depuis mes années de licence, ça fait longtemps, où j'avais incorporé cette violence masculine et j'ai éprouvé de l'empathie pour elle, ce qui n'est plus le cas. Et à ce niveau-là, c'est un très bon test pour ça. Et là, c'est profondément écœurant et violent, tout en étant profondément beau esthétiquement, sur le paysage, sur le rythme qui est souvent aussi assez mimétique du vent, donc sur les changements dans les souvenirs, sur ces descriptions, et qui sont aussi des descriptions souvent désirantes,
et nostalgique. Et le désir, c'est aussi ce qui va montrer aussi le focus, qui va faire le focus sur d'infinis détails, ce qui amène aussi une énorme beauté du texte. Et le problème ici, ce sont les objets du désir, c'est pas le désir en lui-même. Et donc c'est... Et l'ensemble de ce désir est dit en des termes religieux, damnation, péché, etc., qui permettent ou qui font que le révérend se blâme et blâme d'autant plus, notamment Nora. Et avec la mise en place, donc littéralement du paysage, mais aussi des autres personnages, notamment celui de Perceval. Alors, on a des moments où il parle de lui-même à la troisième personne, un peu étrange, et en fait, ce qui va se passer, c'est que le récit est raconté de plusieurs façons différentes. Et donc la première façon, la première voix, c'est celle du révérend Jones. La deuxième, c'est celle de Stevens, dans des lettres à Michael Hotchkiss, qui lui-même n'apparaît jamais. Et c'est sur une dernière lettre de Stevens à Michael Hotchkiss que s'achèvera le roman. Et en fait, là, on va suivre, mais plus en direct, puisqu'on n'a plus le phénomène d'analepse ou de souvenir. Là, on va pouvoir suivre au présent, avec des dates, la montée alors le retour d'abord de Stevens à Wolfenquick, il a une vingtaine d'années et il est parti, et notamment parti parce que il était maltraité par ses parents. Et son retour assez... pas frontal justement, parce qu'il ne retourne pas chez ses parents, mais chez une cousine, et la montée du désir de Stevens, la sexualisation que Stevens fait d'à peu près toutes les femmes qu'il croise. Et la montée du désir qu'il ressent, en particulier envers une des deux cousines. Et là aussi, en la blâmant de sa beauté, de sa sensualité, etc. Tout cela est encore rattaché au paysage. Fais-nous trembler de ton désir, océan fruste, Pierre-Jean Jouve, en épigraphe de cette partie. Et l'ensemble est vraiment écrit comme des lettres, dont il est dit que Stevens ne sait pas s'il recevra une réponse. Et là aussi, l'histoire même de la disparition de ces deux cousines, avant, donc l'histoire de l'été et de toute la disparition des cousines, est racontée par Stevens lui-même dans ses lettres. Alors, bien plus raconté que n'aurait fait probablement un véritable Stevens, il y a quand même quelque chose qui permet un peu d'avoir une espèce d'enrobage, pour aller vers une impression d'authenticité plus haute qui va monter l'immersion, et avec en fait le même effet que la Lolita de Nabokov. On n'est pas censé se sentir bien en lisant ces lettres, et là maintenant on a compris que les cousines ont disparu, mais on a au moins deux coupables possibles, et les deux sont narrateurs. Sont-ils fiables ou non? Donc là on a quelque chose de l'ordre d'un roman policier qui se met en place, mais avec plusieurs narrateurs dont aucun ne peut être vraiment fiable. Et ça, c'est aussi hyper passionnant sur l'écriture, on va dire, d'un fait divers. D'ailleurs, je me suis dit, Michael est surnommé, donc le destinataire de ces lettres, est surnommé Mike, et ça fait un peu micro, et je pense qu'il y a une espèce d'ironie là-dessus, sur le surnom, mais j'en sais rien. On a ensuite le livre de Nora Hopkins, alors avec une belle épigraphe d'Hélène Sixou, rit à torrent et ventre à terre, et à toute volée, et à tire-d'aile et à flot, et comme elle l'entend. Qui raconte son été. Son été, alors, et puis dans cet été-là, c'est aussi l'été du suicide de Irène, la femme du révérend Jones. Je ne vais pas donner tous les détails. Et ce livre de Nora Atkins
est lui aussi très beau, plus lumineux, mais on n'a pas une opposition entre la culpabilité et l'innocence du tout. Et c'est là où Anne Hébert est extrêmement intéressante, parce qu'elle elle fait parler une jeune fille qui a intériorisé complètement, et comment aurait pu-t-elle faire autrement, d'être l'incarnation d'une pécheresse. Et donc qui, en ressentant ses propres désirs d'adolescente, de 15 ans, s'auto-sexualise et va aussi chercher cette sexualisation chez les hommes de son entourage. Et je rappelle que Griffin Creek, c'est un tout petit milieu extrêmement fermé. Donc en fait, ça tombe quasiment qu'avec des hommes de sa famille ou très proches, parce que c'est proche du huis clos à ciel ouvert, hein, mais en paysage, et donc avec une forte teinte d'inceste aussi. Et en même temps, là aussi une grande sensualité au paysage, et notamment baignade, au lien avec la grand-mère, avec la cousine Olivia, donc qui sont des cousines extrêmement proches. Et des passages extrêmement beaux. Alors, est-ce que je peux en récupérer un ou deux ? Ce n'est pas pour rien que je joue si souvent au bord de la mer. J'y suis née, je suis page 116. C'est comme si je me cherchais moi-même dans le sable et dans l'eau. Faite du limon de la terre, comme Adam, et non sortie d'entre les côtes sèches d'Adam, première comme Adam, je suis, moi, Nora Atkins, encore humide de ma naissance unique, avide de toute connaissance terrestre et marine. Dans une autre vie, j'ai pu séjourner longtemps dans la mer, sans avoir besoin de respirer, les poumons pas encore dépliés, semblable à quelqu'un qui bloque sa respiration terrienne et se laisse aller aux délices de l'existence sous-marine. Mon cousin Patrick a beau me répéter « souffle dans l'eau et aspire hors de l'eau », jamais je n'apprendrai le crawl comme ma cousine Olivia. C'est trop compliqué. La divine aisance sous l'eau, mon corps plein de mémoire, l'éprouve encore en rêve. Donc là, vraiment sur les sensations aquatiques comme réminiscence, et qui sont aussi, bien sûr, des annonces. Et moi aussi, page 118, alors, hop, donc le passage de la maison. C'est souvent les mêmes moments, en fait, qui sont racontés par ces voix différentes. Il pense, je suis loin du Seigneur, mais sa tête d'homme est rousse comme la mienne. Ses gestes onctueux sont ceux d'un homme en train de plaire aux gens de Griffin Creek et de se plaire à lui-même. La beauté de sa voix bouleverse plus qu'aucune prière. Les paroles du révérend Nicolas Jones sont prises dans la Bible. Il s'en empare, les fait vibrer et chanter dans sa bouche d'homme vivant et charnel. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et moi aussi, Nora Atkins, je me suis faite chair et j'habite parmi eux, mes frères et mes cousins de Griffin Creek. Le Verbe en moi est sans parole prononcée ou écrite, réduite à un murmure secret dans mes veines. Livré aux métamorphoses de mon âge, j'ai été roulé et pétri par une eau saumâtre. Mes seins sur mes côtes viennent de se poser comme deux colombes, la promesse de 10 ou 12 enfants aux yeux d'outre-mer. Se niche dans 2 petites poches au creux de mon ventre. J'ai 15 ans. Je résonne encore de l'éclat de ma nouvelle naissance. Ève nouvelle. Je sais comment sont faits les garçons. Cet aiguillon que les mères puissantes leur ont planté au milieu du corps, et moi, je suis creuse et humide. En attente, sans nous déshabiller, encombrés de nos vêtements, sans même nous tenir la main, les garçons et moi nous communiquons déjà, par le frisson, par la fièvre cachée, tandis que nos visages seuls découverts avec nos mains nues sourient et se colorent de lumière. Ainsi l'Américain, l'autre matin, au magasin général. Tout d'abord le silence, nos yeux seuls. Puis tous nos sens alertés, la pulsation du sang perceptible à 10 pas. Cet homme n'est ni beau ni bon, sa cravate rouge, sa dent en or, et pourtant je l'allume des pieds à la tête, comme une torche qui ne serait ni belle ni bonne, mais nécessaire dans le flamboiement de l'été.
Quelque part dans la campagne, la loi de lumière scellée dans un arbre creux. Non, non, je ne tolérerai pas que l'Américain me touche, ni avec ses grosses mains, ni avec sa bouche molle, ni... Mon Dieu, non. Non, non, je ne tolérerai pas. Je l'appelle vieux salaud, mais je ris trop pour qu'il me prenne au sérieux. Mon oncle Nicolas me gifle à toute volée et me délivre de l'Américain. Mon oncle Nicolas est une brute. Sous des dehors exquis, sous son col de clergyman, ses manières suaves, se cache une brute épaisse. Perceval, lui, est un gros chien, baveux et larmoyant. Mon Dieu, faites que le premier, ce ne soit pas Perceval qui est idiot, ni mon oncle Nicolas qui possède la science du bien et du mal, comme l'arbre au milieu du paradis terrestre. Et ça, et un peu plus loin, Bob Allen, qui vient de Cap-Sauvagine, m'a embrassé l'autre soir, à la Brunante, sur le chemin désert, comme je revenais de chez ma cousine Maureen. Il m'a embrassé sur la bouche, comme un homme embrasse une femme. Cela m'a donné des idées de fun de par tout le corps, comme si j'avais la chair de poule. Mon Dieu, faites que le premier, ce ne soit pas Bob Allen. Ma mère prétend qu'il court les guidounes et que c'est pour cela qu'il a mauvaise haleine. Ma mère sait tout. Un jour, ce sera l'amour fou. Une espèce de roi beau et fort viendra sur la route de Grufenquik. Je le reconnaîtrai tout de suite. L'éclat de sa peau, son cœur sans défaut, visible à travers sa poitrine nue. Il me prendra la main et me fera reine devant tous les habitants de Grufenquik, assemblés au bord de la route pour nous saluer. J'attends, j'entends. Vive le roi et vive la reine! J'ai une couronne sur la tête et je tremble de la pointe de mes orteils à la racine de mes cheveux. J'ouvrirai les capsules dures du coton, c'est Stevens qui me l'a dit, et je serai inondée de duvet blanc et doux. J'avalerai des kumquats entiers, cœur et peau, doux amers. Je dormirai sur des balles de coton pareilles à des nuages. Le roi du coton et des oranges dormira avec moi, sa couronne et sa peau brillante. Nous serons mariés femmes, roi et reine pour l'éternité. Non, non, ce n'est pas Stevens. Alors, extrêmement important cet éveil de la sensualité chez Nora Atkins. Un éveil qui va croissant et qui l'amène à avoir un comportement contradictoire entre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, et qui est d'autant plus contradictoire que la sexualité est un enjeu extrêmement contrôlé, dans un endroit très religieux, et que le seul exutoire possible, il est masculin, et c'est donc le bordel. Donc rien pour les femmes en attendant le mariage, et évidemment pas de contraception non plus. Alors la peur de la grossesse, elle apparaît pas trop, plutôt la crainte de la stérilité, ce qui est en fait son pendant, d'une certaine façon. Et cet éveil à la sensualité, il se dit par une identification presque comme si l'hypalage était structurel dans le roman avec le paysage et l'impression d'être un élément du paysage et dans le même temps traversé par les éléments. Et par quelque chose qui se retrouve aussi dans ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait presque être de l'ordre de l'explication de la violence par l'instinct. Ça, c'est vraiment l'argument du rossignol à la Schopenhauer, que l'on trouve beaucoup chez Maupassant, par exemple. Où, globalement, il n'est pas rare d'avoir une scène sexuelle et d'entendre à ce moment-là un chant d'oiseau, souvent en rouge-gorge, qui sert en fait, comme au cinéma, c'est comme si on décalait le chant vers l'oiseau, mais qui est aussi là surtout pour rappeler, dans l'optique du 19e siècle, et du darwinisme en fait, et de l'évolution mal comprise, ce que Schopenhauer a appelé les ruses de la nature. Alors Schopenhauer c'est avant Darwin, mais cette idée que la nature manipule les individus pour la propagation de l'espèce, ce qui en sciences nat n'existe pas. Et
Là, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc pas avec les clichés 19e du rouge-gorge, et le cliché du rouge-gorge, il permet souvent aussi de rappeler Philomèle, le mythe de Philomèle qui a mis sur le viol. Mais il s'agit là il y a cette possibilité. Non pas en étant spécifiquement de la terre de Griffin Quick, mais humain, humaine, donc animal. Et cela étant ressenti plus fortement dans un territoire au fort ancrage, donc où les gens sont définis par leur appartenance à Griffin Quick, et notamment la mer et le vent. J'ai oublié le début de ma phrase, mais là l'idée c'est pas en fait que il y aurait quelque chose de l'ordre d'une excuse par les désirs sexuels, mais au contraire une complexification des questions par les désirs réellement ressentis et contradictoirement ressentis et en contradiction avec leur volonté propre par les deux cousines, et comme par Stevens ou par le révérend Jones, et leur attitude réelle. Alors, ce qui n'est jamais souligné dans le texte, mais qui est pourtant très clair, c'est qu'elles sont jeunes, ce sont des mineurs entourés là d'hommes adultes, hein, et révérend Jones, Stevens est jeune, etc. Pas Perceval, c'est le livre suivant, qui lui a 15 ans et qui est handicapé mental. Donc, quelque chose de pas forcément très clair, mais qui fait que Perceval a un accès difficile au langage. Alors évidemment, Perceval n'est pas choisi par hasard. Le livre de Perceval Brown et de quelques autres était 1936. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury. Shakespeare. Soulève le rideau, la lune est là. Dans la fenêtre, moi, enfermé tous les soirs dans la maison, obligé de dormir à 8 heures. Cric un tour de clé, enfermé dans ma chambre pour la nuit. Pas envie de dormir. Envie de crier, parce que je suis enfermé. Serais battu si je crie. Crier à cause de la lune, dormir un peu puisqu'enfermé. Autant dormir dans mon lit. Après un petit somme, retourner à la fenêtre, à cause de la lune, le rideau. Poser ma joue sur la vitre fraîche, presque mouillée. Vu la lune blanche à travers la vitre froide. Envie de sortir. Le tour de main pour ouvrir la fenêtre, lentement, sans bruit, main trop grosse. S'appliquer, faire très attention, main lourde, comme gonflée. La poignée fraîche dans ma main, tourne doucement. Fais clic, retiens mon souffle. Écoute si quelqu'un vient. Quelqu'un de ma famille qui aurait entendu la poignée tourner. Le silence et la maison. Les parents, même éveillés sur leur chaise dans la cuisine, leur visage de bois, leur silence de bois mort. Mais non, ils dorment tous deux à présent. Dans leur lit, des bûches qui respirent fort, par le nez, par la bouche. Fretch, 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 greu, 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 greu. Leur ronflement pareil tous les deux, mêlés ensemble. Le père et la mère, une musique plutôt comique. Mes sœurs jumelles, aucun bruit. Le souffle doux de leur respiration. On pourrait croire qu'elles ne respirent pas. Leurs tresses blondes, presque blanches, ne respirent pas non plus. Elles dorment au presbytère maintenant, toutes les deux, Pat et Pam. Leurs tresses blondes, presque blanches, leur petite manière douce de fille. Mes sœurs jumelles, douces, presque blanches, dorment au presbytère. S'éveillent au presbytère. Lavent la vaisselle au presbytère. Frottent avec une brosse de chien-dent les planchers du presbytère. À genoux par terre. Reprisent le linge du pasteur. Allument le feu du pasteur. Font des ragoûts. Pèlent des patates au presbytère, au presbytère, au presbytère. Tout le temps au presbytère. Depuis la mort de ma tante Irène qui s'est pendue dans la grange. Les parents plutôt contents de voir leur fille aussi jeune transférée dans une aussi belle maison. La plus belle de Griffin Quick. Le portique, les colonnes blanches, le parloir, meubles vernis, livres empilés sur des tablettes, sofa capitonné, noir brillant, comme un cheval noir. Brillant, reflets bleus, capitons renflés, plein de crins, boutons noirs en creux, des anges dans les armoires, le démon dans la cave, le pasteur maître du presbytère, grand chef de l'église sur la côte, grand raconteur de merveilles le dimanche. Le fils de la veuve de Naïm, l'aveugle de Jéricho, guérison d'une main desséchée, Jésus marchant sur les eaux. J'ai la tête pleine des merveilles débitées par le pasteur. Tous les dimanches, les oreilles et la tête farcies de choses pas ordinaires. Parfois, ça me donne envie de crier. Pas de mots pour dire l'effet des merveilles dans ma tête. Déjà, pour la vie ordinaire, pas assez de mots. Il faut que je crie. De joie ou de peine, une espèce de son incontrôlable. Commence dans mon ventre, monte dans ma poitrine, serre ma gorge, gicle dans ma bouche, éclate à l'air libre.
ne peut m'en empêcher, un son qui file jusqu'au ciel, après avoir creusé son trou noir dans mes os. Une toute petite charrue invisible ferait son sillon, au plus dur de moi, au plus profond de moi, pour le passage du cri, brisé en mille éclats, moi en mille éclats violents brisés, par le passage du cri à travers la mémoire embuée. Ma main chaude réchauffe la poignée de fer peinte en blanc sur le dessus, le blanc s'écaille, etc., etc. Là, je suis page 141, j'ai commencé page 139. Donc, on le voit, langage très haché pour montrer justement un monologue intérieur plus difficile, hein, clairement, avec des textes très variables, dont plusieurs... là, on est quand même sur un gros écart stylistique, mais cet écart, il va s'atténuer. Et après celui de Perceval, on a Olivia de la Haute-Mer, qui est extrêmement beau, et une dernière lettre de Stephen Browns, que je ne détaillerai pas. Donc, 197, donc celui-ci n'étant pas daté. Olivia de la Haute-Mer, sans date. Ton cœur se brisera et tu deviendras écume sur la mer. H.C. Anderson, pourquoi je le fais à l'anglaise alors qu'il est danois? C'est Marion qui va me corriger. Il y a certainement quelqu'un qui m'a tué, puis s'en est allé sur la pointe des pieds. Les haies d'églantine n'ont plus de parfum. Le jardin de Maureen est envahi par les mauvaises herbes. Des roses blanches persistent contre la clôture, dégénérées et sans odeur. Les pommiers noirs et tordus sont tout à fait morts maintenant. Le jardin du pasteur sent l'ail et le poireau. La forêt se rapproche de plus en plus des maisons de bois, éparpillées, au milieu des champs en friche où foisonnent les épilobes. Ma senteur forte de fruits de mer pénètre partout. Je hante à loisir le village, quasi désert aux fenêtres fermées, transparente et fluide comme un souffle d'eau sans chair ni âme, réduite au seul désir. Dans des rafales de vent, des embruns légers, je passe entre les planches mal jointes des murs, les interstices des fenêtres vermoulues, je traverse l'air immobile des chambres comme un vent contraire, et provoque des tourbillons imperceptibles dans les pièces fermées, les corridors glacés, les escaliers branlants, les galeries à moitié pourries, les jardins dévastés. J'ai beau siffler dans le trou des serrures, me glisser sous les lits sans couverture ni matelas, souffler les poussières fines, faire bouffer le volant de cretonne fanée du cozy corner dans le petit salon de ma cousine Maureen, me faufiler toute mouillée dans les songes de mon oncle Nicolas, emmêler les tresses blondes des petites servantes de mon oncle Nicolas. Celui que je cherche n'est plus ici. Ah, ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure, je ne suis plus au monde. Il est arrivé quelque chose à Griffinquick. Le temps s'est définitivement arrêté le soir du 31 août 1936. Dans le petit salon fermé qui sent la cave, l'heure immobile est affichée sur le cadran doré de l'horloge de ma cousine Maureen. Parmi l'abondance des napperons au crochet et des bibelots minuscules, l'écho de la demi de 9 heures persiste comme un songe dans l'air raréfié. 9h30. Je puis remonter le temps jusque-là seulement, à peine plus loin. Jusqu'à ce que mes os sont dissous dans la mer pareille au sel. Il est 9h30 du soir, le 31 août 1936. Alors, je vais sauter un paragraphe. Ma mémoire ressemble à ces longues guirlandes d'algues qui continuent à croître à la surface de la mer après qu'on les a tranchées. Je ne puis m'empêcher d'entendre sonner la demi de 9 heures. Un carillon solennel emplit la maison de bois de ma cousine Maureen. Sa seule richesse, cette horloge, pense-t-elle, jusqu'à ce qu'il apparaisse, lui, mon cousin Stevens, dans l'encadrement de la porte. Non, non, ce n'est pas Maureen qui regarde à travers le grillage. C'est moi qui le regarde. Et c'est un autre jour dans la maison de mon père. Je repasse des chemises dans la buée chaude du fer. Et on va rester là. Donc on l'a compris, là on est post-1936 et Olivia est morte. Donc on est dans un cas de narration là aussi quand même extrêmement peu fiable mais aussi extrêmement poétique avec ces images ces analogies, ces métaphores, même ces identifications entre Olivia et quelque chose comme une sirène, d'où l'épigraphe Anderson. C'est quelque chose qui va parcourir et structurer l'ensemble du roman, mais aussi avec ces métaphores donc du vent, et qui parle de la hantise qui est quand même très souvent elle-même une métaphore permettant de raconter les moments où les souvenirs ne passent pas, et reviennent, et reviennent, et reviennent.
ou qui imagine ce que devient une culpabilité concrétisée, en quelque sorte. Et là, c'est Olivia elle-même qui joue ce rôle avec cette ironie, d'ailleurs qu'Olivia étant plutôt terrestre et qu'elle est elle-même plutôt maritime, et Nora, Nour, hein, c'est la lumière. Au niveau des... Mais ça, c'est tout le bouquin est comme ça. On est donc dans le cas rare, hein, littérairement, mais pas non plus exceptionnel, donc d'une narratrice décédée, et qui va raconter elle-même sa mort, et quand je dis sa mort, ça va être en fait l'étendue de la mort. C'est un moment extrêmement beau. Et c'est pas le seul, et je pense que c'est celui qui m'avait le plus marqué des Fous de Bassan. Et on finira sur une lettre de Stevens. Pourquoi avoir commencé en parlant de True Crime, et je vais les synthétiser et on va peut-être mieux comprendre maintenant, parce que c'est un roman qui... Bon, si je le résume, voilà, ça raconte un féminicide par différentes personnes qui sont en fait d'abord les coupables possibles, et ensuite qui fait parler un autre coupable possible témoin, Perceval, et qui permet justement de catalyser le ressort extrêmement émotionnel, et sans que ça ressemble jamais à des dépositions, à des témoignages. On voit des récits juridiques et qui finit sur les voix des victimes. Victimes qui ne sont pas non plus de pures innocentes, ce qui ne signifie en aucun cas qu'elles méritent d'être tuées. Et voilà, est-ce que Les Fous de Bassan en soi peut être un récit féministe ? Directement, ça y ressemble pas. Mais c'est une façon extrêmement, à mon avis, féministe, mais en tout cas intéressante, de parler d'un fait divers, puisque là, on n'a pas le focus sur le coupable. On saura qui est le coupable, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, ils peuvent tous être coupables. Et pourquoi ? Et qu'est-ce qui pousse les cousines à se modeler aussi à ces attentes tout aussi coupables, non pas tout aussi coupables, mais coupables elles aussi. Et comment, en fait, ce qui est bon, de l'ordre de l'expression d'un désir, par exemple, trouve une expression absolument plus... Enfin, pas plus, parce qu'il n'y a pas eu une origine, mais l'expression du désir se modèle dans le paysage et dans les paysages mentaux du lieu, et modelé par les regards perçus par ces jeunes filles. Pardon. Et donc finalement, on sort de la déposition, on sort du juridique pur, on fait entendre les voix de la violence masculine, et des voix très différentes, et avec des positionnements sociaux aussi extrêmement différents. On passe un temps assez long avant de savoir qui est le coupable, parce que plusieurs sont possibles, ce qui donne l'impression de quelque chose de profondément toxique absolument partout. Et ça, c'est bien plus intéressant que d'avoir un seul coupable. Et finalement, le récit s'achève presque, pas tout à fait, mais sur les voix des deux cousines, et sur les voix post-mortem alors anté-mortem et post-mortem des cousines. Et alors, ce ne sont pas elles qui ont le dernier mot, ce sont elles qui restent et qui font que tous partent, tout en n'étant pas là, mais qui vont atteindre une forme de fusion avec le paysage, et ça fait qu'en fait tout le paysage devient leur tombeau. Comme tout le roman est le tombeau de ces deux filles, et à quelque chose de l'ordre d'un famage peut-être, qui parle et fait parler réellement une violence patriarcale qui n'est pas qu'une violence patriarcale, ou qui est une violence qui n'est pas que patriarcale, mais c'est une vraie possibilité de lecture pour les Fous de Bassan. Les Fous de Bassan, ce sont des oiseaux. Et finalement, qui planent, qui sont là, et qui sont entre eux aussi, ce sont des oiseaux maritimes, les Fous de Bassan, mais qui annoncent dès le départ quelque chose de la folie possible, et la folie, c'est le nom aussi de ce qu'on n'explique pas ou qu'on ne veut pas expliquer. Et c'est extrêmement beau. C'est pour ça que j'en ai vraiment lu des passages.
C'est vraiment un texte qui est extrêmement bien écrit et qui a cette construction, pour moi, enfin que je trouve absolument fascinante, pour réussir à faire du fait divers autre chose qu'un simple fait juridique. Et qui n'en reste pas non plus à quelque chose qui serait de l'ordre de la dénonciation politique. Et on pourrait croire que le détail gore serait de l'ordre de la dénonciation. Le détail gore a plein de statuts différents et ça dépend de tout son contexte. Alors, il y a des passages qu'on dit visuels, de description, d'actes de violence. Moi, ce que je trouve vraiment difficile et en même temps fascinant dans ce roman, c'est la montée en tension progressive et l'impression que qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Griffin Creek, mais que tout est pourri et que tout... que d'une certaine façon, rien ne pouvait pardonner à ces deux jeunes filles l'innocence de leur désir. Et je vais en rester là, je crois. Je vous dis à bientôt.